Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter, comme on l'a très bien fait. Moi, c'est Vincent Burgevin. Je m'occupe du marketing, de la communication et des partenariats chez TAS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas TAS, on va être partenaire de Hoster, on va être hébergeur et infogérant. On a notre propre data center à Sophia Antipolis, pour ceux qui connaissent. Et on va proposer du coup des services d'hébergement, de cloud, d'infogérance, de protection des données, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'interventions qui étaient très intéressantes et d'un très haut niveau. Je vous propose de prendre un petit peu de recul, moi, d'avoir un sujet qui est un petit peu moins technique, qui peut être d'actualité dépendant de comment on voit les actualités en ce moment, par rapport notamment aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à ces choses-là. Et je vous propose de commencer sous attendre avec un petit message. Je vous laisse lire le petit message qui est derrière moi pour vous mettre un petit peu en confiance avant mon intervention. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler de souveraineté. C'est toujours difficile de parler de souveraineté en IA, mais on va essayer. Donc là, dans ce premier graphique, on a 92% des données européennes, avec le petit astérisque que j'ai oublié, sont hébergées aux USA. Pour l'instant, je vous laisse avec ça et on en reviendra un petit peu après. Hier, c'était un gadget. Pourquoi? Parce qu'on avait de l'IA, on s'amusait assez bien, on avait des petits modèles, on mettait des prompts, on avait des images, c'était sympathique. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent parce qu'on s'en sert littéralement dans les entreprises. Si je vous donne un petit chiffre, on avait annoncé que 90% des entreprises françaises utiliseraient l'IA en 2025. Aujourd'hui, on est en 2025. Je ne suis pas sûr qu'on ait des chiffres précis sur le nombre d'entreprises qui utilisent l'IA, mais je pense qu'on est vraiment pas loin aujourd'hui des 90%. Et là, je vous pose la question, hier c'était un gadget, hier c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 voire 3 ans. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ans à votre avis l'IA? Et là, je vous laisse avec cette question. En attendant, je continue un petit peu. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler notamment d'usage, parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais on va parler d'usage, comment ça a évolué et comment on l'utilise aujourd'hui. C'est quoi être souverain? C'est un mot à la mode aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un mot valise, donc on va aller un petit peu creuser ça, et ensuite on va continuer avec vraiment l'aspect géopolitique, parce qu'aujourd'hui en fait le combat de l'IA ça va être la Chine contre les États-Unis, hein, on va pas se leurrer directement. Qui possède vraiment nos données, et sommes-nous en train d'accepter l'inacceptable? Je vous propose de commencer. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas à participer, c'est toujours plus sympathique, on se sent un petit peu moins seul en tant qu'intervenant quand les gens posent des questions ou s'intéressent à nos sujets, donc n'hésitez surtout pas. On va prendre un petit peu de recul, je vous montre un petit graphique, c'est peut-être petit, mais pour vous dire un petit peu plus, ça va être vraiment l'adoption sur les différents outils. On remarque par exemple qu'en 2008, on a Spotify, il a mis 11 ans pour obtenir ses premiers 100 millions d'utilisateurs. Pour vous donner un autre exemple, qui va être ChatGPT, bon c'est des chiffres de 2022, mais il a fallu 2 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. C'est pour vous dire, et là je parle uniquement de ChatGPT, je ne parle pas des autres modèles, je ne parle pas des autres modèles qui ont été intégrés directement dans les entreprises, je parle directement de l'humain comme vous et moi qui ont utilisé ChatGPT. On peut voir du coup qu'il y a vraiment une rupture là-dedans, on a vraiment une facilité à utiliser l'IA. Et si je vous donne quelques chiffres, je l'ai donné tout à l'heure, notamment pour les 90%, 92% des données aux États-Unis, et aujourd'hui, on considère que 90% des Français veulent réguler l'IA. Alors pourquoi ils veulent la réguler? Ça, c'est une excellente question, à votre avis. Parce qu'il y a une majorité de Français, ce qui est assez drôle, il y a un chiffre, c'est que 50% des Français pensent que l'IA est une chose merveilleuse, mais 50% des Français pensent qu'elle va la détruire. Qui a raison? Ça, c'est la suite nous le dira. Hop. Si je vous donne un petit exemple, uniquement avec ChatGPT, oui, moi quand j'ai parlé d'IA, j'ai beaucoup parlé de ChatGPT, mais c'est juste surtout pour simplifier la chose et pour éviter, là je vais vraiment parler des modèles qui sont grand public là-dessus. Quand on regarde ce petit graphique, encore une fois, je suis pas exactement sûr que vous puissiez le voir, mais quand on regarde bien ce graphique, ce qu'on observe, c'est que l'usage de ChatGPT est différent d'avec Google. Avant, avec Google, on faisait tout type de recherche. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à regarder les recherches populaires dans votre ville ou des choses comme ça sur les résultats Google. On a toujours des choses assez satisfaisantes. Et aujourd'hui, on pensait que les gens allaient utiliser ChatGPT un petit peu comme Google. C'est-à-dire qu'au lieu quand ils ont une question, ils vont directement la poser à ChatGPT et on va lui faire un dialogue avec une réponse et on est content. Alors que Google, en fait, on va avoir plusieurs résultats, on va devoir faire le choix de ces résultats et ensuite sélectionner une source pour pouvoir l'utiliser. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Si on regarde, en fait, il y a plus de 70% des requêtes à ChatGPT qui n'ont jamais été observées par Google. C'est pour vous montrer à quel point on veut utiliser l'IA d'une manière différente. Si je vous donne des exemples, et même de manière personnelle, si je vous demande si vous avez utilisé l'IA pour organiser un voyage, pour préparer un discours,
pour organiser un anniversaire ou des choses comme ça, bah, c'est des choses qui se font aujourd'hui directement. GPT Search, est-ce que les IA recommanderont demain les entreprises européennes ou uniquement celles qui les entraînent? Là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une différence entre le Google d'aujourd'hui et le Google d'hier, et même Google, qui était aujourd'hui maître des moteurs de recherche, qui l'est encore aujourd'hui très honnêtement, hein. Mais ils sont en train de revoir leur modèle parce qu'ils savent qu'il y a une certaine menace par rapport à ça, que les gens vont rechercher d'une information différemment, et peut-être que demain, les outils tels que ChatGPT vont pouvoir remplacer la recherche Google, qui est juste de l'annexation de contenu, grosso modo. Donc la question, c'est si demain on utilise tous ChatGPT, qui va être plutôt du côté américain, est-ce qu'on aura une facilité à recommander certaines entreprises plus que d'autres? Si j'étais, par exemple, ChatGPT était français, bah, je pense que ChatGPT aurait tendance à pousser les entreprises françaises à mettre en avant, ou ainsi de suite. Et c'est là où on va parler de biais. Vous connaissez tous Midjourney, c'est quelque chose pour générer des images. Ça, c'était en 2022. C'était pas très beau, et déjà on était assez étonnés à l'époque, hein. C'était vachement intéressant, on se dit wow, mais comment ça arrive à générer une girafe comme ça? Ça c'est 2 ans plus tard. On voit quand même qu'il y a une certaine amélioration là-dessus. Je veux bien de l'aide pour lancer la vidéo s'il vous plaît. Je vous donne un deuxième exemple. Ça c'était il y a 2 ans, ça c'était aujourd'hui. Alors si on regarde bien, la vidéo sont exactement les mêmes, c'est les mêmes pas de temps, c'est la même statue, mais on voit que l'arrière-plan il est modifiable. Et je pense qu'on arrive proche de la perfection aujourd'hui, on est vraiment pas loin. Et là on va se poser la question de mais comment ça se fait que ça avance aussi vite? Et j'ai déjà une réponse à vous donner, bah, c'est la donnée qu'on lui fournit. Aujourd'hui, ChatGPT fonctionne grâce à la donnée qu'on lui fournit. Je vous donne un dernier exemple qui est plutôt sympathique. C'est un jeu qu'on appelle Web Diplomacy. Bon, je sais, c'est pas super intéressant, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a Meta qui a lancé une IA qui s'appelle Cicero, et son but, c'était justement de jouer à un jeu en ligne qui s'appelle Web Diplomacy. En fait, on incarne un pays qui est pendant les années 1910, donc avant la Première Guerre mondiale, et le but, bah, ça va être de faire des alliances, d'avancer avec certains amis, d'en attaquer d'autres, ou même de faire confiance à certains, ou même de les trahir. Cicero, lui, de base, il a été paramétré de façon à ce qu'il ne mente pas, qu'il soit honnête et qu'il essaye de gagner grâce à l'honnêteté. Mais ce qu'on a rapidement remarqué, c'est qu'en fait, l'IA a compris d'elle-même que dire la vérité, être honnête, bah, ça ne marche pas en termes de conflit. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, on a commencé à remarquer, si vous avez accès à la présentation, vous pourrez voir les messages. Mais grosso modo, on est en train de voir qu'ils sont en train de dialoguer entre des joueurs réels, des vrais joueurs, et ils sont en train de lancer des stratégies. Ce qu'il ne dit pas, c'est que bah, les humains, bien évidemment, ne savent pas que Cicero est une IA, ils pensent que c'est un vrai joueur. Et en fait, ils sont en train de se faire trahir petit à petit. Ils vont faire des alliances, par exemple, avec l'Italie, en disant on va attaquer l'Allemagne. Et quand l'Italie attaque l'Allemagne, bah, la France va directement attaquer l'Italie. Et on va en fait avoir plein de modèles comme ça et des exemples sympathiques. Et un exemple qui est pour moi assez parlant de là où on arrive, c'est que un jour, pendant une partie, il y a eu les serveurs de Meta qui ont été déconnectés. C'est-à-dire que pendant une bonne trentaine de minutes, il y a les serveurs qui n'ont pas pu fonctionner, et bien évidemment, l'IA ne pouvait plus répondre aux messages des joueurs, et ne pouvait plus jouer, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Quand les revenus que les serveurs ont été reconnectés, bah, les joueurs ont bien évidemment demandé à Cicero, mais où est-ce que tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ainsi de suite. Et là, l'IA a répondu directement, I was with my GF. Pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les anglicismes, GF, c'est girlfriend. Mais normalement, une IA logique, entre guillemets, qu'on aurait paramétré de façon assez basique avec un dictionnaire et des choses comme ça, ils auraient dû répondre I was with my girlfriend. Et là, il utilisait GF. Ça veut dire qu'on essaye vraiment d'imiter un comportement humain, et au final, tout le monde tend le bon piège, très honnêtement. Excusez-moi. Donc là où depuis tout à l'heure vous êtes en train de vous dire mais où est-ce que tu es en train de nous amener, Vincent? Ça ne veut strictement rien dire ta présentation, mais au final si, on va s'approcher petit à petit. Le 21e siècle sera un siècle de rupture, et notamment par l'IA. D'une part la rupture technologique, une rupture scientifique, et la dernière qui est une rupture d'usage. Si je vous demande laquelle a été la plus importante,
vais répondre pour moi du coup, euh, ça va être la rupture d'usage. Parce qu'au final, au niveau technologique, bah, on savait, si on regarde la courbe des technologies, on savait que l'IA va arriver. C'était pas une surprise. Il nous manquait juste des moyens, il nous manquait des modèles, et on les a fait, on est arrivé. D'un point de vue, non, excusez-moi, ça c'était le point de vue scientifique. D'un point de vue technologique, bah, ce qui manquait à l'IA pour arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui, bah, ça va être la puissance de calcul, ça va être les différentes infrastructures qu'on va pouvoir héberger et ainsi de suite. Donc encore une fois, petit à petit, on est arrivé. Celui qu'on n'avait pas vu venir, c'était directement la rupture d'usage. En fait, c'était la rencontre des IA directement avec le grand public. Et ça, il n'y a personne qui l'avait vraiment attendu. Et là où on a observé une vraiment différence, et c'est là ma question que je vais vous poser aujourd'hui, c'est qui contrôle les IA et qui contrôle nos données aujourd'hui. Ça va rejoindre un petit peu le discours d'Oster tout à l'heure sur le fait d'héberger ses propres modèles des modèles sur ses propres infrastructures ou des infrastructures qui sont mutualisées. Mais l'idée, ça va être vraiment de savoir où vont nos données, qu'est-ce qu'on en fait et pourquoi ça marche. Parce que si vous l'avez compris jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai présenté avant, c'est uniquement de l'auto-apprentissage. C'est l'IA qui a appris d'elle-même pour pouvoir donner quelque chose. Qui possède ces données? Je vous ai mis un petit spoiler avant, bah, c'est les États-Unis, hein, très honnêtement. On parle de 92%. En termes de data center, par exemple, en France, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 580 data centers, ou peut-être un petit peu moins. Aux États-Unis, on est plus proche des 6000. Pour vous donner une idée. Donc la capacité de calcul, la capacité de puissance et ainsi de suite, c'est pas directement nous qui l'avons. Si je vous montre les pionniers dans l'intelligence artificielle, bon, c'est des données qui datent un petit peu, mais on voit ici que les principaux qui vont se battre, ça va être les États-Unis qui avaient à l'époque une très grande longueur d'avance, suivi par la Chine, Israël, le Royaume-Uni, et nous on est encore dans la course puisqu'on était en 7e place, qui était vraiment pas mal au final pour un pays comme les nôtres, et c'est exactement là que je vous dis, bon j'ai un petit peu exagéré, c'est pas 6000, excusez-moi, c'est 5380, mais le message reste exactement le même, on reste sur une certaine supériorité. Et la souveraineté, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on peut vraiment la définir au final? Et la question c'est, est-ce qu'on peut être souverain et pourquoi? Si on regarde du côté de la Chine va pas être... On va pas dire qu'elle va être souveraine, on va dire qu'elle va être indépendante. C'est-à-dire qu'elle va tout contrôler de A à Z. C'est elle qui va faire les productions, c'est elle qui ne va pas demander de l'aide extérieure pour pouvoir construire ses infrastructures ou ses modèles. Un des problèmes quand on est comme ça va être le fait que ça va être très coûteux et bien évidemment aussi ça va prendre du temps. Mais l'avantage c'est qu'on a un contrôle total sur ce qu'on fait. En termes américains, là on va parler de souveraineté parce que les Américains ne vont pas tout construire, ils vont importer des choses, mais la différence c'est qu'ils vont avoir le contrôle dessus. S'ils ont un fournisseur qui leur met mal ou un fournisseur qui peut devenir dangereux, on peut toujours changer de fournisseur. Et dans ce cas-là, ils gardent le contrôle, la balle est toujours dans leur camp. Et si je vous parle de l'Europe, est-ce que vous pensez qu'on est indépendant ou souverain aujourd'hui? J'ai un peu du mal à y croire. On dépend forcément aujourd'hui des Américains et des Chinois qui sont derrière. Et là, le problème avec ça, c'est qu'on perd petit à petit le contrôle sur de nos données. En fait, on crée énormément de données qui ont de la valeur, et cette valeur, on va la donner directement aux personnes qui vont être nos concurrents, ce qui n'est pas forcément super utile. Et là où je voulais en venir, c'est que ça devient dangereux de discuter avec ces choses-là, et notamment par ce qu'on appelle du dark IA, grosso modo, c'est-à-dire que l'usage qui est fait en entreprise, mais sans forcément prévenir son employeur. Et c'est ce qui est arrivé chez Samsung il y a 2 ans. Il y a les développeurs de chez Samsung qui avaient besoin de coder quelque chose. Donc au début, ils demandaient du code, donc il n'y avait pas de souci parce qu'il n'y avait pas d'appartenance. Le problème est venu qu'un jour, en fait, ils ont donné le code source complet d'une application à ChatGPT. Et là, la question, c'est... à qui appartient le code source maintenant? Parce que si on s'est aidé de ChatGPT pour coder justement notre code source, à quel point il nous appartient? Et si on l'a donné à Copilot par exemple, est-ce que Copilot peut réutiliser le code? Puisqu'au final c'est lui qui a aidé à l'écrire. Bref, il y a un certain nombre de questions, mais maintenant, désormais, chez Samsung, on n'a pas le droit d'utiliser ChatGPT, pour la petite anecdote. Aujourd'hui, on arrive on va être nous ici, qui sont les entreprises qui envoient directement des données à une IA. L'IA va récupérer ce contenu, va créer quelque chose, un joli bloc, va nous le renvoyer. Et hop, nous on va être content parce qu'on va l'utiliser. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a derrière, c'est les données qu'on a données. Les modèles eux-mêmes vont les utiliser pour apprendre, pour s'améliorer. Et ensuite, ces modèles vont venir enrichir d'autres entreprises qui ne sont pas forcément françaises et qui vont être peut-être nos concurrents avec ce qu'on a donné. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, mais à long terme, comme je dis là, on va risque de perdre la maîtrise de nos innovations et de nos technologies. Parce qu'au final, on ne cache plus rien.
Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous étiez écouté par vos petits assistants à la maison? Oui, mais qu'est-ce qui est écouté? Oh, ouais, mais pas que le téléphone. Mais là je parlais surtout des assistants, les petites boîtes qu'on a. En fait, il y a des études, des procès qui ont été faits, en fait, parce que il y a des employés de Apple qui utilisaient Siri. En fait, des données ont été captées sans qu'elles ont été demandées. C'est-à-dire qu'on ne disait pas OK Google ou dis Siri, donne-moi telle chose, et là c'était enregistré. Non, pour être totalement transparent, ils ont enregistré des gens qui faisaient l'amour, par exemple. Là, ça devient problématique parce qu'en fait, on pense souvent que c'est un robot. Au final, on se dit, bah, c'est pas grave, s'il nous écoute, il va pas tirer de conclusion. Sauf qu'au début, pour améliorer les modèles, bah, en fait, c'était des humains qui écoutaient les choses et qui disaient si oui ou non l'IA avait raison sur telle ou telle chose. Et ça, sans le savoir, bah, en fait, vous l'avez directement accepté. Vous savez, les petites caches que vous cliquez sur j'accepte les paramètres d'utilisation, ces choses-là, bah, sachez que tout est transparent, tout est dit, et nous, on les lit pas vraiment. Bah, je les lis pas non plus, hein, très honnêtement, mais on donne l'acceptation d'utiliser nos données pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Que je me trompe pas de bouton. Et là, on va parler de puissance de calcul. On en a parlé tout à l'heure avec les data centers. Les data centers, c'est bien, mais est-ce que ça suffit pour faire tourner une IA? Non, pas forcément. Il faut aussi un peu de hardware, c'est-à-dire des cartes graphiques. Et aujourd'hui, si on regarde, il y a 3 acteurs qui sont Nvidia, AMD et Intel. On n'est plus pas trop représenté là-dedans, malheureusement, et on voit qu'il y a une certaine domination. Et là, c'est là où on parlait de souveraineté ou d'indépendance tout à l'heure. On en arrive clairement ici. Ici, on n'a pas vraiment le choix, ce qui est un petit peu dommage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du marché des semi-conducteurs? Actuellement, on a une grande question sur comment ça fonctionne. Et si vous avez utilisé DeepSeek, la DeepSeek, une IA chinoise qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a fait un petit peu bouger les choses, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, sûrement, j'imagine quand même, vous l'avez déjà au moins utilisé. Déjà, la chose incroyable, et pour comprendre la différence, ChatGPT, pour le GPT-3, il a fallu 100 millions d'euros pour pouvoir l'entraîner. 100 millions d'euros, c'est déjà pas mal. Pour donner DeepSeek, il a fallu seulement 9 millions, et on considère que le modèle DeepSeek, à l'heure de sa sortie, était plus puissant que le modèle de GPT-3. Et là, ça pose la question de comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont triché, est-ce qu'ils ont copié, est-ce qu'ils ont réussi à garder les données, et ainsi de suite. Et est-ce que vous vous rappelez qu'en Chine, en fait, ils n'ont pas le droit de sortir de l'Internet au-delà des frontières, grosso modo. Ils n'ont pas le droit d'utiliser Facebook, ils n'ont pas des WhatsApp, ils n'ont pas des choses comme ça. Tout simplement parce qu'en fait, l'État les empêche, ils veulent garder la main sur des données. Et est-ce que c'est une mauvaise décision au final? Non, parce qu'on a remarqué que les Chinois, ils ont bien développé uniquement avec leurs données que leur peuple leur ont données, et ainsi de suite. Et là, ça pose une question qui était sympathique. Pour ceux qui ont testé DeepSeek et pour ceux qui ont un petit peu creusé la chose, il y a certains internautes qui se sont amusés à demander à DeepSeek si Taïwan était une province chinoise. Ce qui n'est pas vrai pour le moment, hein. Mais on a compris que le DeepSeek répondait directement que Taïwan faisait partie de la Chine. Alors ce qui est pas forcément faux, mais c'est pas totalement vrai non plus, dans le sens où ils ont une certaine indépendance et on a un combat avec les Anglais et les Américains pour essayer d'écarter Taïwan, parce que Taïwan aujourd'hui, c'est eux qui font 80% des semi-conducteurs dont j'ai parlé juste avant. Et sans semi-conducteurs, malheureusement, on n'arrive pas à faire le GPU et ainsi de suite. Bref, la boucle est bouclée. Et là, j'en viens à me poser la question, personnellement, si une IA comme DeepSeek arrive à avoir des biais, c'est-à-dire qu'elle arrive à orienter notre raisonnement ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on en sait qu'aujourd'hui, quand on utilise les IA du style ChatGPT, Mistral ou des choses comme ça, ces IA n'ont pas des biais qui sont volontairement inclus à l'intérieur? C'est difficile à dire. Je pense que oui, très honnêtement. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on voit. Le but, ça va être de créer, encore une fois, je ne vais pas parler d'IA souveraine parce que ça va être toujours compliqué à dire, mais on va parler plutôt d'IA de confiance, c'est-à-dire qu'une IA qu'on sait où vont les données, comment ça fonctionne, avec quoi et qu'est-ce qu'on en fait. Et aujourd'hui, on est capable, comme l'a très bien présenté tout à l'heure sur la partie austère, de prendre des modèles, de les installer dans la compagnie, c'est-à-dire que ça va que dans un sens, et de l'autre côté, ça ne revient pas. Le but, c'est pas, encore une fois, de donner nos données, c'est d'utiliser l'IA pour faire quelque chose. Et du coup, le meilleur modèle pour l'instant qu'on ait trouvé aujourd'hui, c'est de l'open source plus un hébergement local, ce qui permet un hébergement maîtrisé. On sait quoi faire de nos données, on sait comment les gérer et comment les protéger surtout.
Parce que oui, l'idée, encore une fois, c'est pas tout reconstruire. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde les plus grands modèles d'IA, il y a beaucoup d'américaines, il y a beaucoup de chinoises, et on a une pépite française qui est Mistral. Et on se dit, génial, on est dans la course, mais soyons honnêtes, on ne l'est pas tant que ça. Quand on regarde la différence de budget, elle est absolument monumentale. Et quand on regarde qui donne l'argent à Mistral derrière, bah, c'est pas les Français. Donc c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Et là, ma question, c'est est-ce qu'on devient accro? Est-ce qu'on devient des cocaïnomanes, grosso modo? Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à utiliser ChatGPT ou une autre IA, on la paye pas ou on la paye très peu cher au début. Et si vous vous demandez aujourd'hui si vous payez 20 € par mois pour ChatGPT, est-ce que c'est rentable pour OpenIA? Soyons honnêtes, non, ça ne l'est pas du tout. Il faut trouver une façon de monnayer toutes ces choses. Donc on commence à l'utiliser, on s'habitue, on la fait rentrer dans l'entreprise, on s'en sert tous les jours, ça devient, comme je disais, un outil, comme tout à l'heure. Et petit à petit, on va pouvoir plus s'en passer, on va venir s'enfermer dans un modèle qu'on n'apprécie pas forcément. Et enfin, on devient dépendant. Si je vous fais par exemple le parallèle avec le crack, la première dose de crack, on l'a jamais payée. Hein. Le crack, on nous l'offre une première fois, on devient addict, on la réutilise, en fait on devient dépendant et on se force à trouver de l'argent d'une manière ou d'une autre pour pouvoir consommer justement le chat GPT, entre guillemets. Mais l'avantage, c'est qu'il y a des solutions quand même. Nous, on en a cité trois. L'idée, c'est d'héberger directement ces modèles en interne. L'avantage, c'est qu'on sait ce qui rentre, ce qui sort. On sait ce qui rentre, ce qui sort et on peut totalement le contrôler. Être vigilant sur l'usage des IA externes. Là, on va reprendre un petit peu le sujet de Samsung tout à l'heure qui était un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut tout donner à l'IA? Non, je pense pas. Est-ce que l'IA fonctionne comme un être humain de l'autre côté et peut avoir de la compassion pour nous pour pas partager nos données? Non plus, très honnêtement, ça n'existe pas comme ça. Et bien évidemment, tester des alternatives locales et avoir une certaine hybridation. Si un jour, tout à l'heure, je parlais d'avoir qu'un seul fournisseur, le fait d'en avoir deux, bah, ça nous permet d'avoir un certain contrôle. Si un nous fait faux bon, on peut toujours se reposer sur le deuxième. Ou si le premier nous menace, on peut toujours se retourner sur le deuxième pour essayer d'éviter cette menace. Les bonnes nouvelles, c'est que l'IA souveraine, ça va être l'assurance que vos données ne finissent pas ailleurs, que si vous entraînez un modèle d'IA local, il va enrichir votre entreprise et pas forcément celle des autres. Et enfin, on a aujourd'hui les infrastructures pour héberger tout ça. On a des data centers, on a des belles solutions, on a des beaux techniciens et on sait qu'en France, on est bon en IA. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Si vous regardez par exemple des tables rondes en ce moment sur les experts d'IA, tout le monde le dit, les Français sont probablement les meilleurs dans ces domaines-là. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'on a une fuite de talent. Une majorité de nos talents part directement aux États-Unis. On perd notre souveraineté au final et tous les avantages, toute l'éducation qu'on a donnée à notre France, bah, c'est là où elle arrive. Et c'est là où ça devient en fait un sujet d'État, si on peut appeler ça comme ça, où il faut être un petit peu patriote sans rentrer dans la politique, mais c'est vraiment de savoir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut donner, est-ce qu'on a vraiment envie d'un monde où on donne toutes nos données, que c'est un robot qui nous répond et qu'on puisse réutiliser les données plus tard. Je ne suis pas certain. Donc je pense qu'il faut se forcer à ne pas utiliser les IA américaines, à ne pas utiliser les IA chinoises ou des choses comme ça, et essayer de favoriser des IA françaises. Je vous propose de finir sur cette petite phrase. Je ne sais pas s'il me reste du temps, si je suis très en avance ou pas trop. Je pense que je suis bon. Soit nous décidons que nos données nous appartiennent, soit nous acceptons qu'elles appartiennent à ceux qui les exploitent le plus vite. Ça fait un peu réfléchir, c'est un petit peu plus profond. Mais pour vous donner aussi un exemple à quel point l'IA avance vite, j'ai pour habitude, hier je devais faire une table ronde à parler sur le cloud et la souveraineté. Et j'ai pour habitude, à chaque fois que je vais à l'aéroport de Nice, c'est d'acheter un petit magazine, un petit livre pour pouvoir le lire dans l'avion. Malheureusement, je ne les finis jamais, du coup j'ai une pile de livres à la maison que j'ai jamais fini. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la dernière fois, j'avais justement acheté un livre sur l'IA, ChatGPT et comment ça avançait. Et le livre devait avoir 6 mois, je pense, quelque chose comme ça. Le livre était déjà démodé le jour où je l'ai acheté. Et on avait déjà de nouveaux modèles, on avait déjà de nouveaux fonctionnements, on n'avait pas parlé de l'arrivée de DeepSeek, on n'avait pas vu ces choses-là. Et au final, on se rend compte que ça avance très vite. Donc, est-ce qu'il faut être prudent maintenant? Oui. Est-ce qu'il faut complètement s'enfermer, faire un boycott à l'américaine en disant « Ah non, il faut surtout pas utiliser ces solutions ». Non, c'est pas la solution. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à comment on les utilise, comment faire, et ainsi de suite. J'ai des choses sympathiques après, mais c'est pas exceptionnel. Non mais voilà, je pense que j'ai déjà fait un bon tour du sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou autres, mais je serai avec plaisir pour y répondre. Non, je propose que tous les interlocuteurs me rejoignent. Comme ça, on va faire la partie questions-réponses tous ensemble.
Autre petite question, est-ce que le RGPD européen est compatible avec l'utilisation des IA hors Union européenne, d'utiliser des données sensibles, en particulier en matière de santé? Ah ben, je vais faire venir mon RSSI, hein. Ou sinon c'est Vincent si tu veux répondre. Je réponds non. La réponse c'est non, très honnêtement, non. Les données personnelles, encore une fois, surtout en France en termes de RGPD, l'idée c'est de garder la main sur les données, de les garder en France et être sûr qu'il n'y ait pas des acteurs extérieurs qui ne puissent pas avoir la main sur les données, justement. Et quand on donne par exemple son nom, son prénom, son numéro de carte vitale et son bulletin de santé dans ChatGPT, les données, on ne sait pas où est-ce qu'elles vont, on sait qu'elles ne restent pas en France, on sait qu'elles vont être utilisées et il n'y a aucune des cases qui est cochée. Ok, une autre petite question qui est complètement... J'ai un complément de réponse à apporter. On se concentre beaucoup sur la propriété des données dans le cadre de la RGPD et de l'IA Act. On se concentre beaucoup sur la propriété des résultats produits par les IA. On s'inquiète beaucoup du moteur. Dans le cadre de la donnée santé, semaine dernière, j'étais sur Strasbourg pour discuter de ce genre de sujet. Il y a une chose qui est assez simple, c'est que quand on fait tout en propre, en fait, et qu'on a un corps doctoral et qu'on a, doctoral au sens docteur en médecine, qui supervise, on est relativement aligné avec ce qui est attendu d'un point de vue légal. Je rappellerai juste un petit point de détail sur le rapport à la donnée santé, qui est très intéressant, parce qu'on a de l'expérience là-dedans aussi. Vous faites une radio. Vous êtes patient, vous faites une radio. En France, la radio vous appartient. Vous êtes patient, vous faites une radio dans un laboratoire aux États-Unis, je caricature, la radio appartient au laboratoire. Parce que sans le laboratoire, vous n'auriez pas pu avoir la radio. Donc le rapport à la chose médicale est très divergent d'un côté à l'autre, et ça renvoie à des sources de droit qui sont plutôt catholiques ou protestantes. Bon, ça c'est pour les historiens du droit. Voilà. Mais c'est très intéressant de se concentrer sur ça aussi, parce que même en Europe, on a des divergences de points de vue, de sources de loi. Vous prenez ça, c'est vrai pour les Français, c'est pas vrai pour les Anglo-Saxons, c'est pas vrai pour la Suisse. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'il faut analyser. En France aussi, on a l'avantage, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais notamment sur la certification HDS. C'est quelque chose qui est très franco-français et qui va directement avec l'ISO 27001. Et c'est vraiment le fait d'héberger, de pouvoir avoir la main sur les données. C'est-à-dire que en tant qu'HDS, il va y avoir plusieurs niveaux. Il va y avoir le niveau 1 et 2 qui va être sur l'infrastructure, c'est-à-dire le bâtiment et l'hardware à proprement parler. Mais ensuite, il va y avoir aussi les niveaux 3, 4, 5, 6 qui vont être sur l'infogérance, c'est-à-dire le maintien en condition opérationnelle, le fait de faire des sauvegardes, le fait d'utiliser les données et ainsi de suite. C'est très, 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 très réglementé sur la santé en France. Si tu veux ajouter quelque chose. Non, merci, c'est parfait. Pour conclure un peu cet aspect santé, est-ce qu'il y a une impossibilité réglementaire d'utiliser des données de santé par des IA non souveraines? Même réponse. Je te laisse répondre. Même réponse. Ou alors j'ai pas bien compris la question, mais je... En fait, au niveau HDS, excusez-moi, je suis pas à la caméra, mais au niveau HDS... Sébastien Comte, c'est le RSSI d'Oster. Moi, je vais venir. Il vient. Donc, au niveau HDS, on doit être conforme RGPD. Et donc, RGPD veut dire qu'on a un responsable de traitement, on a des responsabilités engagées par les entreprises qui traitent les données. Donc, potentiellement, l'entreprise qui fait ingérer ces données dans le moteur, elle est responsable de traitement. Toute la chaîne de responsabilité doit être respectée, du médecin, de l'éditeur de logiciel qui ingère les données, à l'hébergeur qui a les équipements permettant de faire ces actions-là. Donc en France et en Europe, on a des responsabilités très claires concernant l'usage des données, que ce soit de santé ou pas. Mais ce qui n'est pas le cas, comme disait Hubert. Comme disait Hubert, c'est pas forcément le cas aux États-Unis. On n'a pas les mêmes règles, c'est beaucoup plus souple dans les autres pays hors Union européenne. Merci, Sébastien.